Mes chers amis, je vous dois quelques excuses préalables parce que l'allocution que vous allez entendre, peut-être, n'est pas du tout adaptée aux circonstances. Je dois dire, elle est plutôt faite pour un auditorium fermé où les gens sont bien tranquillement installés et elle est, je reconnais, d'une part un peu longue sans doute, d'autre part un peu austère. J'ai pris très au sérieux l'invitation de notre ami Alain Barnier et j'en ai profité pour faire en somme le point sur mes propres positions théoriques, si le mot ne vous effraie pas trop, et sur la façon dont je vois un peu globalement la situation. Donc veuillez me pardonner pour ce qui est peut-être un exposé un peu austère et peu adapté à une agréable cour de ferme. J'ai longtemps reculé devant les mots. Je pensais qu'ils étaient trop forts. J'en voulais même à ceux qui les employaient, car j'estimais qu'ils compromettaient notre cause par des termes trop vifs, exagérés, qui allaient effrayer autour de nous et nous faire passer pour des énergumènes. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il ne faut plus reculer, ni devant les hommes, ni devant les faits, ni devant les termes. Ainsi, colonisation. Je l'ai dit 100 fois et je le répète, nous sommes 100 fois plus colonisés et plus gravement et plus profondément que nous n'avons jamais colonisé nous-mêmes. L'essence de la colonisation depuis la Grèce antique et la Grande Grèce, les colonies helléniques en Italie du Sud et en Sicile, c'est le transfert de population. Les colonisations militaires, administratives, politiques, impérialistes sont certainement bien pénibles pour les coloniser, mais elles ne sont rien auprès des colonisations démographiques qui touchent à l'être même des territoires conquis, qui en transforment l'âme et le corps et qui menacent d'être éternels ou, à tout le moins, irréversibles. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez arrêter la conversation là parce que c'est très distrayant? Monsieur, hey, Gucci, est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vous éloigner ou bien arrêter la conversation parce que je n'arrive pas à me concentrer? On nous dit qu'il n'y a pas colonisation car il n'y a pas conquête militaire, pas d'armée victorieuse, pas de soldats défilant dans nos rues. On se trompe, on nous trompe. L'armée conquérante, c'est la racaille. L'instrument de la conquête, c'est ce que j'ai appelé la nocence. Ne dites pas que vous ne savez pas ce que c'est que la nocence, puisque vous utilisez couramment le terme contraire, innocence. La nocence, c'est ce dont l'innocence est le contraire. La nocence, c'est le fait de nuire un peu ou de nuire beaucoup, des trop fameuses incivilités jusqu'au terrorisme, en passant par les pieds sur les banquettes du RER, les arrachages de sacs de vieilles dames et le grand banditisme. On notera au passage que la bonne vieille délinquance française de souche, indigène, a à peu près disparu. Elle n'a pas pu prendre à temps le virage de la mondialisation, comme on dit, elle a été remplacée. On notera également qu'entre la délinquance de droit commun et le terrorisme, il n'y a pas de solution de continuité. La progression est ininterrompue. Il y a une différence de degré, il n'y a pas de différence de nature. Tous les terroristes, sans exception, ont fait leurs premières armes dans la délinquance de droit commun. C'est la même carrière, la carrière militaire. D'ailleurs, il n'y a pas de terroristes, il y a des troupes d'occupation dont les commandos les plus redoutables, à intervalles réguliers, exécutent quelques otages, comme l'ont toujours fait toutes les troupes d'occupation. Prétendre lutter contre le terrorisme sans s'occuper de la conquête est absurde. C'eût été à une autre époque vouloir se débarrasser de la Gestapo en s'accommodant de l'occupation allemande. Cela est l'émanation naturelle de ceci. Il ne faut pas lutter contre le terrorisme, il faut libérer le territoire, et cela par la remigration. Traiter le terrorisme comme un épiphénomène, c'est répéter l'erreur des Français durant les dits événements d'Algérie. Nous en sommes à présent aux événements de France.
Les Français croyaient alors, ou affectaient de croire, que les félagas étaient un épiphénomène, déjà, une mousse superficielle de haine et de terreur, en somme, et qu'en dessous de cette mousse bien regrettable, les Algériens les adoraient. Non, les Algériens ne les adoraient pas du tout, ils les adoraient si peu même qu'à peine libérés, et même avant, ils ont imposé à des colons installés dans le pays depuis bien longtemps que les nôtres aujourd'hui, une des plus abruptes remigrations de l'histoire. Souvenez-vous, la valise ou le cercueil. Je ne recommande certes pas d'en limiter les méthodes, mais j'en crois le principe inévitable. On ne met pas fin à une colonisation sans le départ des colonisateurs. On ne met pas fin à une occupation sans le départ de l'occupant. Occupation, voilà un autre mot devant lequel j'ai longtemps reculé et que j'assume complètement à présent. Il ne faudrait faire aucune comparaison, nous dit-on, entre la première et la deuxième occupation. D'abord, on peut toujours tout comparer, ne serait-ce que pour distinguer. Comparer n'est pas assimiler. Et il n'est certes pas question ici, ni jamais, de diminuer d'un iota l'horreur de la première occupation, l'allemande. Mais la seconde, l'africaine, celle que nous connaissons aujourd'hui, sur bien des points, n'a rien à lui envier. Certes, elle ne torture pas dans les caves, qu'on sache, encore qu'il y a eu tout de même l'effroyable épisode d'Ilan Halimi, du martyr d'Ilan Halimi, sans parler des tournantes, dont les victimes sont presque invariablement les jeunes filles indigènes, pour ne pas dire françaises de souche. Deuxièmement, le nombre des massacrés commence à être tout à fait du même ordre que la dernière fois. Le degré de innocence immédiate, de nuisance, de dérangement et d'humiliation pour les paisibles citoyens qui, bien à tort, ne souhaiteraient rien d'autre que de rester paisiblement en dehors de tout ça, est probablement plus fort cette fois-ci. Il faut dire que les occupants sont aujourd'hui 10 fois, que dis-je, 100 fois plus nombreux qu'il y a 3/4 de siècle. Comme leurs prédécesseurs, ils sont de plus en plus souvent en uniforme, surtout les auxiliaires féminines, et comptent à juste titre sur les voiles, les boubous, les djellabas, les turbans, les niqabs et les babouches, pour ne rien dire de leur innombrable marmaille, pour marquer leur territoire, étaler leur force et déprimer les occupés. Qui sont les occupants? Les occupants sont ceux qui se considèrent comme tels ou qui témoignent l'être par leur discours et par leur attitude. Je reconnais que c'est là beaucoup de monde. Ces occupants, la collaboration actuelle est encore plus impatiente que sa sœur aînée de prévenir le moindre de leurs désirs. Il faut dire que s'il y a bien des différences entre les deux occupations, et bien sûr il y en a, les deux collaborations, elles, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Tout juste peut-on trouver que ce mot, collaboration, bien loin d'être exagéré, est insuffisant. Ni notre gouvernement, ni nos médias ne collaborent, en effet. Ils ne sont pas complices, ils sont auteurs, fauteurs. C'est eux qui veulent l'horreur en cours et qui la promeuvent incessamment. Ils ne sont pas seuls à la vouloir, bien sûr, mais elle ne leur est imposée par personne. Ce qui m'amène à un autre mot très fort que j'ai longtemps refusé et qu'il me faut bien aujourd'hui prendre en considération. Ce mot est le plus fort de tous, c'est celui de génocide. Je l'ai refusé des années durant, par respect pour les victimes du génocide hitlérien et pour le caractère unique de leur extermination industrielle. Le génocide des Hutus n'a pas eu le même caractère scientifique, mais il était constitué lui aussi de mises à mort de masse auxquelles nous semblons échapper pour le moment. Peut-on parler de génocide en effet quand il n'y a, comme à présent, ni chambre à gaz, ni Shoah par balle, ni coupe-coupe systématique à la machette? Je crois que c'est nécessaire si l'on veut réveiller des peuples endormis et attirer l'attention sur l'énormité de ce qui survient. Le génocide, de nos jours, a un plus grand souci de son image. Il ne veut ni affoler ses victimes, qui pourraient se débattre, ni faire pousser les hauts cris à ses critiques, il est vrai peu nombreux et marginalisés. Il ne tue plus, il submerge. Il ne massacre pas, il remplace.
Selon l'heureuse formule d'Aimé Césaire, qui ne croyait pas si bien dire, c'est le génocide par substitution. Tous les pays de ce qui fut naguère le monde occidental et, disons le mot, de la race blanche, Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, font l'objet d'un semblable engloutissement sous l'autre, sur tout ce qui n'est pas eux, sous toutes les races, ethnies, cultures, civilisations, religions, traditions et intraditions de la Terre. Le phénomène n'est nulle part si manifeste qu'au Canada, mais il est tout aussi évident en France, il est tout aussi évident en Suède, pardon, et, pour notre malheur, en France. Vous pourriez dire en Asie aussi. En Asie? Bon. Oui, oui, vous allez voir, je généralise. La méthode qui a si efficacement permis de venir à bout de la culture, de la musique, de l'université, et j'en passe, à savoir l'ensevelissement sous tout ce qui n'est pas elle, la porte ouverte, l'esprit d'ouverture, comme dit avec humour France Culture, la station la plus sectaire de France, devrait bien permettre de venir à bout de l'homme blanc. La culture périt sous le divertissement et les dites industries culturelles, la musique périt sous les variétés, l'université périt sous l'absence de sélection, l'Europe et l'Occident sous la diversité. Et c'est le divers qui décroît. Comme tant d'autres mots, comme culture, comme musique, comme français, antiracisme a radicalement changé de sens. Il désignait le combat contre le racisme et pour la protection de diverses races menacées. Il recouvre à présent, comme d'ailleurs le portait tout autant son nom, la haine des races, de l'idée et du concept de race, la négation de leur existence et tout spécialement de la blanche. En bonne logique, le racisme devrait changer de sens lui aussi, en symétrie, et devenir le nom de l'amour des races, de toutes les races, la sienne évidemment comprise, surtout quand elle est la moins nombreuse et la plus menacée. L'antiracisme tirait des camps de la mort et de l'unanime plus jamais ça qu'il suscitait dans la conscience universelle après leur libération, son incontestable légitimité, son autorité morale, son prestige, sa formidable puissance politique. Or, par un tour complet de la spirale du sens ou du sort, cet antiracisme, né ou relais de la Shoah, a bâti, en une vie d'homme, une société, la nôtre, où dans beaucoup d'écoles, la Shoah ne peut plus être enseignée parce que les élèves ne veulent pas en entendre parler et prétendent qu'il s'agit de propagande sioniste. Dans le même temps, les Juifs fuient la France ou la Suède par milliers parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité. Le premier négationnisme niait criminellement les races, niait criminellement le génocide. Le second est plus criminel encore s'il se peut, il est directement génocide puisqu'il nie l'existence des races. Il en nie l'existence tout en proclamant qu'elles sont égales, ce qui montre assez son degré de cohérence logique. Leur inexistence théorique, très théorique, est la condition de leur disparition pratique, effective. Le dogme de l'inexistence des races, ce credo quia absurdum, je crois parce que c'est absurde, comme pour la Trinité ou l'Immaculée Conception de notre société, en est le fondement principal. Dans l'effondrement de notre système scolaire, il est tout ce qui est encore enseigné. Dans l'échec total de la transmission, il est tout ce qui est encore transmis. Quand les gens ne savent qu'une seule chose, et c'est de moins en moins rare au sein de l'habitude qui gagne, c'est qu'il n'y a pas de race. Je suis de plus en plus persuadé pour ma part que la proclamation solennelle et menaçante de ce dogme vers le milieu des années 70 du siècle dernier est le point nodal à partir duquel tout devenait possible, y compris la pire horreur, la substitution ethnique généralisée, le grand remplacement, le métissage global, la production industrielle de l'homme remplaçable, de la matière humaine indifférenciée, ce que j'appelle la MHI. On dit couramment que c'est l'extermination des Juifs qui a rendu impossible de parler des races, comme l'avaient toujours fait tous les peuples en toute innocence pour le coup. Pourtant,
Un Léon Blum parlait couramment de la sienne dans ses lettres, et c'était justement dans la petite maison où il était retenu prisonnier par les Allemands à Dachau, au beau milieu de l'univers concentrationnel. Je ne vais pas citer pour la 10 000e fois la fameuse phrase du général de Gaulle en 1959, selon laquelle nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et des religions chrétiennes. On nous objecte qu'il s'agit d'une conversation privée. Très bien. Voici alors un autre président de la République, cette fois dans l'exercice de ses fonctions, plus tardivement encore, lors d'un discours à l'école des sciences politiques, le 12 décembre 1972. Georges Pompidou y parle d'une réaction en profondeur de notre race et, quelques phrases plus loin, du caractère même de notre race, cette versatilité que César distinguait et utilisait déjà contre les Gaulois et qui fait que le peuple français, peuple épris de calme, de paix et de stabilité si l'on est, ressent périodiquement et par crise un besoin inconscient et incontrôlé de changement, et d'un changement qui remet tout en cause, non seulement les hommes, mais les principes, mais les institutions. Fasse le ciel, entre parenthèses, que notre peuple ressente bientôt un tel besoin et se révolte avant qu'il ne soit tout à fait trop tard. Le même Georges Pompidou, qui n'est pas accoutumé de ranger parmi les têtes brûlées ou les suppôts de septon, écrit dans ce qu'il est convenu d'appeler ses mémoires, en fait ses lettres, notes et portraits, un recueil posthume: « Mon père et ma mère appartenaient profondément à la race française, dure au travail, économe, croyant au mérite, aux vertus de l'esprit, aux qualités du cœur. » On notera au passage que le seul fait de parler de race française, comme nos ancêtres l'ont toujours fait bien tranquillement, prouve assez qu'on n'est pas raciste, cette race n'ayant par chance que fort peu de caractère ethnique, non plus que celle des notaires, des peintres du dimanche, des génies ou les amis de la pêche à la ligne. Excusez-moi, vous pourriez arrêter de parler, je n'arrive pas à dire quand quelqu'un parle à côté. Je tends l'oreille pour écouter ce que vous dites, j'ai aucun mal à l'entendre. C'est pas bon d'écouter à côté. Mais oui, mais je suis obligé. C'est très intéressant d'ailleurs. Si j'étais raciste, je ne le serais pas comme Vacher de la Pouge, comme Chamberlain ou comme Alfred Rosenberg. Je le serais comme Malherbe. Que direz-vous, race future, si quelques jours, un beau discours vous narre les mésaventures de nos abominables jours? Comme Racine, des princes de ma race, antique sépulture, comme De Gaulle ou Georges Pompidou, ou comme ce Georges Bernanos qui a donné de la race en passant la meilleure des définitions impossibles en une des plus belles phrases de la littérature française, à mon avis. Hélas, autour des petits garçons français penchés ensemble sur leur cahier, la plume à la main, attentifs et tirant un peu la langue, comme autour des jeunes gens ivres de leur première sortie sous les marronniers en fleurs, au bras d'une jeune fille blonde, il y avait jadis ce souvenir vague et enchanté, ce rêve, ce profond murmure dont la race berce les siens. Que sont la race, le peuple, la nation incarnée en nous? Ils sont un souvenir vague et enchanté, un rêve, un profond murmure. Et c'est pour cette raison que la France, au cours de son histoire, a toujours intégré à merveille ceux qui l'ont voulu entrer dans son rêve, écouter avec elle le profond murmure de sa langue, de sa littérature, de sa musique, de ses paysages, de ses saveurs, de ses ciels et de ses gestes ancestraux. La France peut intégrer des hommes, elle peut intégrer des femmes, elle peut intégrer les familles qui le désirent ardemment. Elle ne peut pas intégrer des peuples, et moins encore des peuples qui ne le désirent pas du tout. L'erreur tragique, pour ne pas dire pire, de l'antiracisme aurait été de prendre le mot race dans le même sens incroyablement étroit et bête qu'avait fait le racisme, en se contentant d'inverser les valeurs terme à terme. Il est facile de prétendre que les races n'existent pas si l'on se contente, comme les racistes, de prendre le mot dans ses seules connotations scientifiques ou pseudo-scientifiques,
qui ne sont qu'une infime partie de sa signification dans notre langue, comme dans la plupart des autres. Dire que les races n'existent pas, c'est peut-être vrai scientifiquement, et encore, j'ai des doutes, mais c'est avant tout un tour de passe-passe sémantique, une sorte d'escroquerie linguistique. Il est déjà plus juste et moins faux de dire que les savants n'ont pas besoin de ce concept, un peu comme Lamarck disait de Dieu, à Napoléon, un peu niaisement, que cette hypothèse n'était pas pour lui nécessaire. Dire que les races n'existent pas, c'est aussi bête que de dire que Dieu n'existe pas, ni les classes sociales, ni les mythes. Ils n'existent peut-être pas, je ne suis pas à même d'en juger, mais ils sont la réalité du monde et les principaux moteurs de ces mouvements de masse. Il est d'ailleurs assez plaisant de relever que jamais les êtres n'ont autant parlé ou été parlés dans la leur de race que depuis que les races n'existent plus officiellement. Tout le monde s'est mis à chanter dans son arbre généalogique et l'on sait trop souvent ce que veulent dire penser les gens, ce que vont dire les gens et penser à leur seul nom. L'homme blanc est trop cher, trop mou, trop civilisé, trop diplômé, et en plus, il a déjà tout. Ce qu'importe le remplacisme global, ce ne sont pas des travailleurs, ce sont des consommateurs qui très vite auront besoin de nourriture, de logement, de vêtements, d'écoles, de soins médicaux, d'objets électroniques, de gadgets. Ils sont indispensables au sauvetage de la bulle économique. Vous direz qu'ils n'ont pas un sou. Vous vous trompez. Ils ont ou ils auront votre argent. Il y a beau temps que les prétendus transferts sociaux sont essentiellement des transferts ethniques. Si ces transferts organisés ne suffisent pas à mettre en possession de vos économies et de vos biens les populations de remplacement, elles s'en empareront par la force grâce à leurs voyous qui sont leurs soldats. La nocence, le fait de nuire, est l'instrument du changement de peuple. J'en sais quelque chose, c'est pour l'avoir dit que j'ai été à plusieurs reprises condamné par les tribunaux. Je n'en fus nullement surpris, j'ai confiance en l'injustice de mon pays. On ne comprend rien au grand remplacement si l'on ne voit pas que, si gigantesque qu'il soit, il n'est qu'une toute petite partie d'un ensemble infiniment plus vaste, ce que j'ai nommé le remplacisme global et auquel il a déjà été fait allusion ici. Le remplacisme global est, à mon sens, un des deux principaux totalitarismes qui aujourd'hui se partagent le monde, l'autre étant évidemment l'islam. Ils seront nécessairement rivaux, car tous les opposent. Mais aujourd'hui, il y a entre eux une sorte de pacte germano-soviétique qui dure plus longtemps que le vrai. C'est un traité provisoire de non-agression entre les conquérants. Le remplacisme a besoin de l'islam pour qu'il lui fournisse les contingents de ses grands remplacements. L'islam a besoin du remplacisme pour placer partout ses soldats. La némésis du remplacisme global, cependant, ce qui va entraîner sa perte, c'est qu'il remplace des veaux par des hyènes. Il sera le premier mangé, maigre consolation pour les remplacer. Remplacer, tel est le geste central des sociétés postmodernes et bientôt post-humaines, transhumaines. Tout est remplaçable et remplacé. Venise par son double à Las Vegas, Paris par son double à Pékin, Versailles par Euro Disney, la pierre par le Ciporex, le bois par le plastique, la ville et la campagne par la banlieue universelle, la terre par le ciment et le goudron, les bords de mer par le béton, la montagne par les stations de sport d'hiver, les chemins par les sentiers de randonnée, la nature par les aménagements en vue de retombées économiques, l'exercice par le sport par les Jeux olympiques par les affaires par la corruption, la compétition par le dopage, la littérature par le journalisme par l'info, le vrai par le faux, l'original par la reproduction, le vous par le tu, le nom par le prénom, le nom et le prénom par l'affreux pseudo, le cœur par le cœur artificiel, toutes les parties du corps humain par les pièces de rechange, l'histoire par l'idéologie, le destin des nations
par la politique par l'économie, l'économie par la finance, le regard par la sociologie, le chagrin par les statistiques, le monde réel par le site touristique, les habitants par les touristes, les indigènes par les allogènes, les Européens par les Africains, les mères par les mères porteuses, les hommes par les femmes par les poupées gonflables, les hommes et les femmes par les robots, les peuples par les peuples, l'humanité par la post-humanité, l'humanisme par le transhumanisme, l'homme par la matière humaine indifférenciée. Un grand mystère est que les écologistes, qui tiennent si fort à la biodiversité, et ils ont bien raison, paraissent en exclure l'espèce humaine. Sans doute estiment-ils à juste titre que l'homme blanc coûte trop cher à la planète. Mais il y a d'autres solutions que son effacement, ne serait-ce que la décroissance démographique, sans laquelle toutes les politiques écologiques sont vaines. S'il y avait une supériorité à la race blanche, ce serait qu'il y en a beaucoup moins que les autres. GPA, PMA, GRP, grand remplacement des populations, ce ne sont jamais que les mêmes manipulations génétiques, la standardisation appliquée aux vivants. L'homme doit être artificialisé, comme la nature, standardisé, normalisé, remplaçabilisé, afin de coûter moins cher et de ménager le plus fort profit. Autant que les forts profits, les coûts bas, admirez l'amphibologie, l'abas coût, le low cost, est le principe central du monde remplaciste. Tout y devient low cost, même quand c'est aussi cher pour le consommateur que sa version originelle. Ce monde est caractérisé par la prolétarisation autant que par la paupérisation. Sous la pression de la surpopulation, villes et campagnes y convergent en banlieue, c'est à côté du lieu, c'est à la place de l'être. Les banlieues, à leur tour, évoluent en terrain vague, cette terre gaste, gâchée, pourrie, ce wasteland prophétisé par T.S. Eliot. Le racisme avait fait de l'Europe un champ de ruines, l'antiracisme la transforme en bidonville. Le père du remplacisme global est Frederick Winslow Taylor, le Taylor de la taylorisation, de la standardisation, de la normalisation. Taylor est au remplacisme ce que Marx est au marxisme. Son grand livre, le Das Kapital du remplacisme global, s'appelle The Principle of Scientific Management. On peut y lire des phrases aussi révélatrices que celle-ci. Dans le passé, c'est l'homme qui a été premier. Dans le futur, ce doit être le système. Comme l'écrit son plus récent préfacier, à très juste titre, Taylor a du sang sur les mains. Son plus notable disciple est Henry Ford, qui, en diminuant considérablement le nombre de pièces nécessaires, en les rendant interchangeables, normalisées, standardisées, a pu produire une voiture suffisamment peu chère, la Ford T, pour qu'il puisse mettre en application son idée de génie, la vendre à ses propres ouvriers. Le producteur devenait consommateur. Il était payé pour acheter ce qu'il produisait et alimenter de la sorte le fameux système qui pouvait tourner en circuit fermé. Aujourd'hui, dans les mégapoles, où les hommes et les femmes vivent dans des espaces de plus en plus réduits, et quelquefois dans les placards ou dans les boîtes, ils se ruinent en loyer pour être plus près d'un travail qui leur permet tout juste de payer leur loyer. Par une simplification encore plus radicale que celle de Ford, le producteur devient le produit. Les prétendus réfugiés de guerre, qui, comme vous le savez, n'existent pas, ne sont pas sauvés en mer, comme on essaye de nous faire croire, ils sont réceptionnés comme la matière première qu'ils sont, les industries de la MHI, la matière humaine indifférenciée, qui importent et produisent jusqu'à leurs consommateurs. Certes, le régime de naufrage organisé comme moyen de transport de masse ne laisse pas d'impliquer quelques noyés, mais pour le remplacisme global, qui a précipité ces malheureux sur les flots, ils sont dégâts collatéraux très admissibles et marginaux au regard du bon fonctionnement du système. Henry Ford
était un antisémite acharné. Il avait des liens étroits avec le nazisme et d'énormes intérêts dans l'Allemagne hitlérienne, ne serait-ce que la Ford allemande. Les camps de concentration et d'extermination, c'est, dans une large mesure, l'application au génocide des principes de la gestion scientifique, selon le titre du livre de Taylor. Le remplacisme global, cinématographiquement, c'est Métropolis, plus les temps modernes, plus le moins connu Soleil vert, Green Soylent. Métropolis pour l'organisation de l'hébétude, en l'occurrence par la grande déculturation, l'effondrement des systèmes scolaires, l'imbécilisation de masse, la drogue. Les temps modernes par la standardisation, la normalisation, la taylorisation, cette fois appliquée à l'homme lui-même. Soleil vert par la transformation de l'homme en produit de consommation, normalisé et standardisé, la matière humaine indifférenciée. La divine surprise de la finance hors sol post-industrielle, c'est son histoire d'amour avec l'antiracisme qui, à l'origine, si l'on songe à Henry Ford, justement, était rien moins qu'assuré. Mais l'antiracisme, dès lors qu'il changeait de dessin, qu'il n'était plus, comme à l'origine, protection de 2 ou 3 races menacées, mais l'affirmation fulminante et dogmatique, littéralement, de l'inexistence de toutes, puis de la nécessité et de l'inévitabilité de leur fusion. Les contradictions ne lui font pas peur, elles n'existent pas, mais elles doivent fusionner, par l'immigration de masse et le métissage devenu... Par l'immigration de masse et le métissage, cette histoire d'amour devenait pas bénie pour le remplacisme global. Voyez l'enthousiasme d'une Laurence Parisot ou d'un Yvan Gattaz pour la substitution ethnique. L'antiracisme, de par son passé, apportait au remplacisme la respectabilité idéologique qui lui manquait. Le remplacisme, de par ses moyens, apportait à l'antiracisme le pouvoir et l'argent. Voyez les carrières d'un Harlem Désir ou d'un Julien Drey. Le remplacisme est un énorme pourvoyeur de postes et de prébendes, et il n'est pas question parmi nous de se hausser dans la vie, que ce soit pour être préfet, général... Oh, pardon, excusez-moi, il y a quelques exceptions à ma description. Il n'est pas question parmi nous de se hausser dans la vie, que ce soit pour être préfet, je saute les généraux, conservateur de musée ou directeur de théâtre, en s'abstenant de lui faire allégeance aussi souvent que possible. Je suis déjà trop long, et pour ne pas allonger, je vais faire usage d'une facilité qui m'est offerte pour expliquer ce que je veux dire par remplacisme global. On peut le définir d'un seul mot, ou plutôt d'un seul nom, Macron. Le macronisme est la SFRG, la section française du remplacisme global, et il en est, de par le monde, l'incarnation la plus pure. Voilà un point sur lequel la France peut être fière. En lui convergent les 2 généalogies principales du remplacisme. D'un côté, la banque, la finance hors sol, l'hyperclasse post-industrielle. De l'autre, le néo-antiracisme, celui qui nie les races. Macron n'est même pas antiraciste, il n'a pas besoin de l'être. Il est au-delà de tout ça. Les races, les peuples, les identités, les origines, tout cela n'existe plus pour lui. Et, comme on le sait, il n'y a pas de culture française. Je voudrais toutefois souligner un curieux point de convergence entre nous et lui. C'est inattendu, mais il y en a un. Le remplacisme, cet économisme à tout crin, ce financiarisme exacerbé, est au-delà de la politique. Il n'en veut plus. À travers lui, la finance hors sol prend directement en main la gestion du parc humain, la production de la MHI, en neutralisant la caste politique, ce que Raymond Barre appelait jadis le microcosme. Je nomme ce système la davocratie directe, le gouvernement direct par Davos. Vous savez, cette ville de Suisse où se réunissent tous les ans les grands financiers. Le gouvernement direct par Davos, par la banque, par les grands argentiers. Le macronisme a renvoyé dans leur foyer la plupart des principales figures de la vie politique française depuis 30 ans, les Sarkozy, les Juppé, les Fillon, les Hollande, les Bayrou, les Cambadélis, oserais-je dire les Marine Le Pen.
Il a réduit l'Assemblée nationale à l'état de chambre d'enregistrement, peuplée d'élus de hasard, hagards, qui lui doivent tout et ne risquent pas de lui faire de l'ombre. Il a accouché d'un gouvernement de second rôle, de transfuge et d'emploi symbolique, comme au théâtre, tiré de sa manche. Mais surtout, il a fait éclater les trois grands partis dont on pouvait penser il y a un an qu'ils tenaient entre leurs mains les destinées de notre pays. Parti socialiste, les Républicains, Front National, ces trois mouvements ont éclaté ou paraissent à la veille de le faire. À tout le moins, ils paraissent désarçonnés et sonnés. C'est là, et seulement là, certes, que se situe la curieuse convergence de vues ou d'intérêts ou d'analyses à laquelle je faisais allusion plus haut entre le macronisme et nous. J'ai publié au début de l'année un livre d'entretien avec Philippe Carsanti intitulé « 2017, dernière chance avant le grand remplacement ». J'y faisais allusion bien sûr à l'élection présidentielle et je voulais dire bien sûr « dernière chance politique ». Cette chance, nous l'avons laissée passer et elle ne se représentera pas. Il serait totalement vain, Pierre Cassel l'a expliqué juste avant moi, peu avant moi, il serait totalement vain de placer nos espérances en 2022. D'abord, c'est trop loin, la substitution ethnique va trop vite, en 2022, il sera trop tard, et le résultat de l'élection dépendra plus encore qu'en 2017 de la volonté de l'occupant, puisque, par une perversité sans nom et sans précédent dans l'histoire, le pouvoir remplaciste lui a donné le droit de vote, plaçant les malheureux indigènes en otage sous le poids démographique et électoral des colons. Deuxièmement, la situation à laquelle nous sommes confrontés n'est pas politique. Le destin d'un peuple et d'un pays, la question de leur indépendance ou de leur soumission, la survie ou non d'une civilisation, ce n'est pas de la politique, cela, c'est de l'histoire. De Gaulle à Londres, ce n'était pas de la politique. Jean Moulin à Lyon, ce n'était pas de la politique. Jeanne d'Arc, ce n'était pas de la politique, ni Gandhi, ni George Washington, ni même Ben Bella, si vous me permettez, pardonnez de le nommer en cette glorieuse compagnie, et sans doute est-il glorieux pour ses compatriotes. Savoir si l'on va se soumettre ou pas, accepter l'inacceptable ou non, trahir ses aïeux ou leur faire honneur pieusement, ce n'est pas de la politique, c'est de l'ontologie. Quelque chose qui se passe au très fond de l'être et pas dans les urnes électorales. Des trois partis bousculés par le macronisme, celui dont le sort nous intéresse au plus près est évidemment le Front National, qui pendant 40 ans a incarné, pour le meilleur et pour le pire, l'espoir de nombreux patriotes, dont je dois dire n'avoir jamais été, je l'avoue. On s'est aperçu ces jours derniers que ce parti avait eu pour principal inspirateur pendant près de 10 ans un homme pour lequel il n'existe pas de Français de souche, autrement dit d'indigènes, de Français d'origine française, de Français de France. C'est la grande illusion que partagent le Front National et Nicolas Dupont-Aignan ou François Asselineau et beaucoup de nos amis souverainistes qui, en bons républicains, ne veulent connaître en France que des Français. Français, il n'y a pas de mot plus menteur ni plus douloureux à entendre souvent de nos jours. Ainsi, il n'y a pas de djihadistes français. S'ils sont djihadistes, ils ne sont pas français. Il ne fallait pas les empêcher de sortir, mais maintenant, il faut les empêcher de rentrer. Sur le territoire de notre patrie, il y a au moins deux peuples, les envahisseurs et les envahis, les occupants et les occupés, les colonisateurs et les colonisés. C'est folie de vouloir les confondre. Face à pareille situation, ce qu'il faut n'est pas un nouveau parti, ni un parti rénové, ni de petites alliances avec celui-ci ou celle-là en vue d'une élection partielle à Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, ni même une union des droites, chère à mon ami Karim Ouchik, et c'est un des rares points de divergence que j'ai avec lui, dont j'admire profondément et soutiens l'action. Ce qu'il faut, c'est une union hors parti de tous les patriotes, d'où qu'ils viennent, de tous les résistants,
de tous les militants anticolonialistes et antitotalitaires, de tous les anti-remplacistes, en somme. Sauvons notre pays. Ce qu'il faut, c'est un Conseil national de la résistance animé d'un seul objectif, la libération du territoire, c'est-à-dire la remigration. Les mêmes qui prétendent que l'humanité tout entière est désormais migrante et qui envisagent d'un cœur léger de faire venir en Europe 40 millions d'immigrés, quand ce n'est pas 200 millions, prétendent la remigration impossible. À la vérité, on ne voit pas bien pourquoi ce qui est possible et souhaitable dans un sens, à leurs yeux, ne le serait pas dans un autre, dans des proportions d'ailleurs moindres et des conditions bien meilleures, nous y veillerions. Et qu'on ne vienne pas nous parler de guerre civile. Pardon, notre ami Pierre Cassel a absolument développé le même thème. Il n'a jamais été question de guerre civile. Une guerre de libération nationale ou coloniale n'a jamais été une guerre civile, quel que soit le nombre des traîtres, collaborateurs, compagnons de route et porteurs de valises. Il faut qu'il y ait un seul peuple pour une guerre civile, et nous en avons au moins 2 ou 50. Exit civil, donc, et exit aussi guerre, je l'espère, car si je souhaite que se constitue par l'union de tous les patriotes une force capable de peser sur le cours de l'histoire et d'en renverser le sens, en France et partout en Europe, c'est dans l'espoir ténu, mais têtu, que cette force de refus soit si forte qu'il n'y ait pas à s'en servir. J'appelle à la révolte, pas à la violence. L'innocence est une non-violence. Il n'y a pas de violence en Hongrie, il n'y a pas de violence en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, qui pourtant se protègent efficacement de l'invasion. Il est vrai que nous ne sommes plus là, hélas, et que l'invasion, nous l'avons subie depuis longtemps. Il ne s'agit plus de l'empêcher, c'est trop tard, mais de la refouler. S'il n'y a d'alternative que la soumission ou la guerre, alors, sans foi. L'innocence est une non-violence, je viens de le rappeler, elle n'est pas un pacifisme. Le pacifisme fut le principal fourrier de la première collaboration, comme l'antiracisme est le principal fourrier de la seconde. La plupart des pacifistes de l'entre-deux-guerres ont fini à Vichy, comme les antiracistes aujourd'hui sont à la Maison de la Radio ou France Télévisions, c'est-à-dire au centre de la collaboration. Face à l'innommable et le génocide par substitution en l'étain, on a le droit de se révolter, on en a même le devoir. Révoltez-vous, sauvons notre pays et, ajouterai-je, avec nos frères européens, sauvons notre continent et notre civilisation.